Aujourd'hui, 1er mars 2018, jeudi soir, 18 h. Comme d'habitude, on vous retrouve avec Laurent Albi, ici dans le studio BNP Paribas. Bonsoir Falco. Président de la FAT. Bonsoir à tous. Quel honneur d'être avec toi. Je suis très content aujourd'hui, surtout parce que je me dis, tiens, mardi, on était tous ensemble, évidemment, en regardant le 100% marché. Le CAC 40, il était, si je me souviens bien, il y avait une résistance. Ça c'est le bon mot, une résistance. Donc, moi, je crois, disait Laurent, je crois qu'il y aura un pullback. Oui. Il y a un pullback, c'est le bon mot, et ça sera le bon moment d'investir. Donc voilà, on reprend tout ça parce qu'hier, il y avait Jérôme Powell qui a parlé. Tout à fait. Et qu'est-ce qui fait le marché? Il baisse. Et voilà, on est. Mais c'est bon. Je dis rien, Laurent va nous éclairer d'où ça vient tout ça. Oui, enfin, je vais vous éclairer. Encore faudrait-il que j'y vois clair moi-même. On est en consolidation, hein, donc quand il n'y a pas de directionnel fort, on fait des paris à la hausse, à la baisse, on va voir ça ensemble, mais à court terme, il n'y a pas beaucoup de conviction à avoir sur les marchés actuels. Donc on va regarder ensemble. Mais on s'est éloigné de la résistance quand même. On s'est éloigné de la résistance, on s'est rapproché d'une première zone de support très importante. Ouais. Donc en fait, quand on est comme ça dans des moments de marché indécis, c'est les niveaux qu'on regarde, et si on a envie d'être long, c'est-à-dire d'acheter les indices, en l'occurrence le CAC 40, quelque part, on est sur un point d'achat parce qu'on est tout près d'un support. Alors, ce n'est pas du tout parce qu'on est près d'un support, Falco, que ça va fonctionner, que ça va rebondir, mais si on a tort, et statistiquement, on a tort une fois sur deux, donc ce qui est très important quand on fait du trading, c'est les ratios rendement-risque, c'est-à-dire que quand on gagne plus que quand on perd, il n'y a que comme ça qu'on s'en sort. Mais ceci n'est pas un webinaire de trading, mon cher Falco, c'est un webinaire d'analyse technique. Je crois que c'est le meilleur intro qu'on a fait. En fait, hein. Donc, on peut aller tout de suite, je te donne l'écran. Il faut juste l'accepter, comme ça on voit ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah, on va parler du CAC 40, qui est en coïncidence. Voilà, alors le sommaire de ce jeudi 1er mars. Et oui, chers auditeurs, nous sommes déjà en mars. L'année file. C'est pas le début de printemps, c'est quand en fait? C'est le 21 mars. C'est 21 mars. C'est 21 mars. Alors il paraît que ce week-end, ça va nettement se réchauffer. Ah. Je sais que vous êtes partout dans la France. En tout cas, sachez qu'à Paris, il fait vraiment froid, d'où ma peine impatiemment. On va regarder, comme d'habitude, rapidement le S&P rapidement, parce qu'en fait, d'une semaine sur l'autre, en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on va revoir ensemble rapidement le contexte de moyen et de court terme. CAC 40, pareil. On va regarder surtout à court terme ce qui s'est passé. On a eu une question sur le secteur bancaire aux États-Unis et en Europe, et je vous ai préparé des petits charts qui vont sûrement vous intéresser sur ces deux secteurs et leurs forces relatives, et des corrélations vraiment intéressantes avec les taux. Vous allez voir, c'est des charts qu'on ne voit pas souvent. On a eu une question également sur les perspectives du Bund. Alors, j'en ai profité pour faire un petit topo sur le T-Note, c'est-à-dire l'obligation souveraine américaine, maturité 10 ans, et le Bund. C'est la même chose en Allemagne. Donc, on va regarder un petit peu comment les deux se comportent. Une question également sur l'euro-dollar. Bon, l'euro-dollar, c'est comme le CAC et le S&P, on en parle toutes les semaines. Alors, la question, c'était avec les interventions de Jérôme Powell au Congrès et au Sénat américain. Est-ce que mon biais a changé sur l'euro-dollar? Vous savez que j'étais haussier, que l'euro est actuellement dans une phase de consolidation, aux portes d'une correction. On avait fait ensemble un décompte héliotiste. Bon, pour le moment, on va regarder où sont les niveaux qui invalideraient ce biais haussier donc que je conserve pour le moment à moyen terme. À court terme, on va le voir, on est dans une phase apparemment de dépréciation. On va aller également du côté du secteur de la santé avec deux actions, deux sociétés qui se sont fait vraiment malmener dernièrement, avec bioMérieux et DBV Technologies. Et puis, on va terminer ce webinaire avec le secteur des médias, et notamment JC-Deco à moyen et court terme. Voilà, pour le sommaire. Donc, on peut directement attaquer avec les charts. Et on va commencer donc, Falco, avec le S&P, hein, l'indice directeur américain,
qui est à moyen terme, vous le voyez, même à long terme, dans une tendance haussière qui a été interrompue par une correction ces 2 dernières semaines. Et puis, on essaye péniblement de remonter la pente jusqu'au précédent sommet. Alors, à noter que le S&P, il est en retard par rapport au Nasdaq, qui lui est allé à quelques points près retester le précédent sommet. À moyen terme, le niveau qui est vraiment important, c'est 2550. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que… Attendez, je peux même peut-être faire ça. Voilà. Entre 2550 et 2875, on est sur un indice qui est en phase de consolidation. Au-dessous de 2550, ça serait une correction. Jusqu'où pourrait-elle aller? Vous le voyez, jusqu'à ce niveau, c'est le support suivant à 2418. On a peu d'éléments pour le moment pour savoir si la baisse va reprendre ou si au contraire on va continuer de monter doucement. On est typiquement dans des phases qui ne sont pas directionnelles. Je vous prie de m'excuser, j'ai pris un petit peu froid. Donc, on n'est pas en présence d'un marché directionnel à court terme sur le S&P. Autrement dit, quand on est comme ça en conso, eh bien, c'est les bornes qu'il faut surveiller à la hausse, je le répète, de 1875 à la baisse de 1550. Tant qu'on n'a pas enfoncé le support, on reste neutre, et tant qu'on n'a pas dépassé la résistance, eh bien, on ne reprend pas un biais haussier. Ce n'est que l'inscription d'un nouveau sommet qui validerait donc la tendance haussière donc, de moyen long terme. Quand on regarde à court terme donc ce qui se passe sur le S&P, on voit que le marché est revenu tester une zone importante, une zone de support, puisque dans le rebond technique extrêmement rapide qui a succédé à la baisse non moins rapide depuis le dernier sommet, on a fait une petite consolidation sur 2700, et c'est à partir de ce niveau pivot que le marché est reparti à la hausse pendant 2 jours. Maintenant, ça fait 3e séance de baisse que nous enregistrons, et nous revenons, le S&P plutôt, revient sur cette zone de support à 2700 points. Autrement dit, tant que le marché reste au-dessus de 2700 points, on peut conserver à très court terme un biais haussier avec, vous le voyez, donc une premier mouvement qui est donc parti du test de la moyenne mobile à 200 jours à 2540, qui est monté jusqu'à 2780. On revient donc sur cette consolidation, et si le consensus reste haussier à très court terme, c'est-à-dire que les opérateurs qui ont joué un petit peu à se faire peur avec la hausse des salaires, la progression de la hausse des salaires qui a été très forte, à 2,9%, ça a été un petit peu le coup d'envoi de prise de bénéfices et du retour de la volatilité. Eh bien, si on a maintenant des opérateurs qui reprennent confiance et qui reprennent de l'appétit pour le risque, alors ça veut dire que cette zone de support va tenir, et que c'est à partir de ce soutien à 2700 points que le marché va repartir de l'avant. Si au contraire, on enfonce ce niveau, alors le niveau suivant, où il pourrait y avoir des opérateurs qui se regroupent à l'achat, c'est 2650, avec, vous voyez, cette petite polarité ici, zone de résistance en clôture qui devient zone de support. C'est également une zone de support ici avant qu'elle soit enfoncée. Et donc, sur rupture de 2700, on pourrait retourner à 2650. En tout cas, pour le moment, sur le S&P en daily, on est vraiment sur une zone pivot, et c'est peut-être à partir de ce niveau, on va voir demain et surtout la semaine prochaine, si le consensus, le nouveau consensus depuis le 8 février, qui est en fait que les opérateurs reprennent un petit peu confiance dans
dans les actifs risqués, eh bien, si ce consensus persiste, alors le support tiendra et on ira revisiter donc, le précédent sommet. Voilà ce qu'on peut dire sur le S&P, donc vraiment consolidation, pas de directionnel fort, donc les niveaux des moyens termes, je vous les ai donnés. Il va falloir attendre d'aller sur l'un de ces deux niveaux pour avoir une prise de tendance à la hausse ou à la baisse. On va regarder ensemble maintenant le CAC 40. Alors, on est sur le CAC sur une tendance de long terme qui est haussière, une tendance de moyen terme qui est neutre. Le CAC, il a marginalement enfoncé cette résistance ici. Il n'a pas en revanche réussi à dépasser la borne haute de ce gap baissier. Voilà. La borne haute de ce gap baissier, vous la retrouvez ici. C'était un sommet à 5360. Et puis derrière, on a assisté donc à un retour de l'aversion au risque sur cette zone de support à 5250. Là aussi, on est vraiment sur une zone charnière. C'est-à-dire que si on a des opérateurs qui sont intéressés par l'achat du CAC ou des entreprises qui le constituent, eh bien, on est sur un niveau de support avec un stop très très proche. Alors, est-ce que le marché va continuer de baisser ou est-ce qu'au contraire, il va arrêter sur ce support pour rebondir? Ben, écoutez, le premier signal qui validerait un rebond, c'est le passage en clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 200 périodes. Regardez, elle a été une résistance, puis elle a été support, puis support, puis support. Et une fois enfoncée, elle est devenue résistance avant d'être à nouveau dépassée, puis réenfoncée. Donc, vous voyez, on a vraiment beaucoup d'indécision actuellement hein, sur les marchés. S'il y en a parmi vous qui tradent, je leur conseillerais plutôt de descendre d'un horizon de temps, d'aller en intraday et d'aller chercher donc des idées sur du 15, du 30 ou du 60 minutes parce qu'en daily, on voit bien que ça peut vraiment, c'est comme jeter une pièce, hein, c'est à pile ou face, on ne sait absolument pas ce qui peut se passer. En tout cas, le niveau, il est bel et bien là. Donc, c'est un ancien niveau de support. Donc, ça peut tout à fait repartir à partir de cette zone à 5250. Premier signal, c'est si on arrive à faire une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Ça serait un premier signe encourageant qui montrerait que, 1, le support a fonctionné, 2, on repasse au-dessus de la clôture, ça veut dire qu'on ira sans doute retester les 5360, 5375 et voire peut-être monter un petit peu plus haut. Oui, Falco. Laurent, il y a Stéphane qui ajoute à tes explications, en fait, si on regarde les niveaux de différents indices, ils arrivent tous en zone de support potentiel. Il y a une corrélation ? Alors, est-ce qu'il y a une corrélation oui. Alors, les actifs, ils sont corrélés entre eux. Hein. C'est évident qu'il y a eu pendant un certain temps tout un débat entre les analystes sur la théorie du découplage, c'est-à-dire la capacité des marchés à ne plus bouger de manière synchronisée. À un moment, ça a fonctionné, et puis on voit bien là qu'on a une aversion au risque ou un appétit pour le risque qui s'est globalisé. Fondamentalement, la raison, c'est que les opérateurs maintenant interviennent très facilement partout, même au niveau de l'investisseur privé. Rien ne vous empêche d'acheter un ETF qui se trade aux États-Unis. Vous avez les cours du Nikkei, du Hang Seng disponibles partout sur vos écrans. Par conséquent, vous pouvez intervenir via des SICAV ou des ETF sur tous les marchés. Alors, vous pensez bien que les institutionnels, c'est la même chose. Autrement dit, on a des gérants américains qui sont des acteurs importants sur les actions européennes.
On a des fonds souverains du Moyen-Orient, des fonds souverains norvégiens qui prennent des positions un petit peu partout, aussi bien sur le marché du crédit que sur le marché des equities. Et donc, finalement, on a des opérateurs dont le terrain de jeu, c'est la planète. Et par conséquent, cette aversion ou cet appétit pour le risque, il se retrouve de manière quasi simultanément partout. Donc, évidemment qu'il y a une corrélation. Alors, en l'occurrence là, c'est vrai qu'on a le CAC qui est sur un support et puis, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, et le S&P qui est également sur une petite zone de support. Bon, ça s'est fait comme ça aurait pu se faire à des degrés différents. On va bien voir si ça réagit ou pas. En tout cas, si ça le fait, c'est effectivement, ça sera synchronisé et ça permettra donc d'affirmer la relance haussière. Bon, vous l'avez assez bien compris, je n'ai pas beaucoup de conviction sur les marchés en ce moment parce qu'il y a eu une vraie dégradation technique ici. Ça ne veut pas dire que le marché est en train de partir à la baisse, mais on a eu une volatilité tout à fait différente de ce qui précédait. Autrement dit, on a changé de disque dur, entre guillemets, dans la tête des opérateurs. Autrement dit, savoir comment maintenant ils vont anticiper les prochaines semaines et les prochains mois, c'est très, très difficile. Donc, consolidation, je vous ai donné les niveaux. Il va falloir attendre de voir si effectivement il y a une reprise de la hausse ou si au contraire on a besoin de descendre plus bas pour avoir un retour des investisseurs. Il y a 15 jours, je vous avais dit que moi, mon scénario, c'était qu'on allait retourner tester ce niveau à 2560 sur le S&P, même sur le CAC. Je pensais qu'on allait descendre plus. Et puis finalement, on est monté. Donc je me suis dit, mais peut-être que finalement, le biais, il revient haussier. Et puis là, on rebaisse. Donc vous voyez, il y a ce jeu d'équilibre dans le rapport de force entre acheteurs et vendeurs. Et c'est très indécis. Donc surtout, quand le marché est indécis, il faut soi-même accepter de l'être. Ça ne sert à rien de surinterpréter et de prendre des grosses positions ou d'avoir de grosses convictions quand le marché n'en a pas. On regarde et on voit et on attend. Il y a des moments comme ça où il faut attendre pour comprendre un petit peu quelle est l'émergence du prochain consensus. Parfait, merci. Voilà, donc CAC et S&P, c'est fait. Alors, du coup, on va retourner, Falco, sur ma présentation PowerPoint pour regarder ce qui s'est passé sur le secteur bancaire aux États-Unis et en Europe. Alors, la semaine dernière, souvenez-vous-en, on a regardé le secteur de la technologie. Je vous disais que avec trois secteurs, technologie, banque et cyclique, qui surperforment depuis le début d'année, ce n'est pas du tout les informations auxquelles on peut s'attendre quand on est à l'aube d'un marché baissier. En général, il y a une rotation qui se fait en faveur des indices sectoriels défensifs. Là, on voit bien que ce sont trois secteurs cycliques qui mènent la danse. Et c'était la raison pour laquelle je vous disais que je comprends, j'interprète la correction actuelle comme une respiration dans un marché haussier et qui devrait a priori repartir, donc tester les précédents sommets. Peut-être que ce qui est en train de se passer s'intègre, rentre dans un pattern beaucoup plus large de distribution, mais en tout cas, je ne vois pas le marché partir à la baisse directement, faire un V-bottom, faire un V-top, pardon, excusez-moi. Donc, quand on regarde le secteur des banques, vous avez ici l'indice KBW Bank. Alors, qu'est-ce que c'est cet indice? Il est constitué des 24 plus grandes capitalisations bancaires américaines, les principales banques, banques d'affaires, banques commerciales. Et c'est un proxy qui est très utilisé par les gestions pour comprendre un petit peu ce qui se passe sur les bancaires. Et vous le voyez, eh bien, depuis le début de l'année, on est toujours sur un secteur bancaire américain qui tient, qui est robuste, avec 5,6% à la clôture d'hier soir, 5,6% à mettre en relief avec la performance du S&P à 1,5% depuis le début de l'année. Donc, première constatation, on a un secteur bancaire aux États-Unis qui tient le choc et qui reste recherché par les investisseurs. Quand on regarde
ce qui s'est passé depuis le rebond du 8 février, puisque le rebond qui a eu lieu donc sur les marchés date du 8 février. Donc c'est intéressant de voir quels sont les marchés qui sont remontés le plus vite après cette forte volatilité de très court terme. Et là encore, on voit que c'est le secteur bancaire qui est remonté le plus fort avec 3,6% de progression. Derrière, c'est les technologiques avec 2,43%. Le tiercé gagnant, c'est avec les cycliques, 2,13%. Et puis derrière, on est donc en performance négative. Donc on a là encore une information qui est intéressante et qui nous dit que les secteurs qui sont le plus liés à l'activité économique, eh bien, sont ceux qui surperforment. Et donc, quand on a des cycliques qui sont forts, eh bien, cela nous donne une indication sur la bonne santé entre guillemets, du marché. Alors, bonne santé, ça ne veut pas dire que ça ne va pas plus baisser. Bonne santé, ça ne veut pas dire que ça monte en ligne droite, mais ça veut dire qu'on a fondamentalement des investisseurs institutionnels qui ont profité de ce repli, de ce creux pour payer les banques, les technologiques et les valeurs cycliques. Et donc, ça nous dit que ces institutionnels ont des matrices qui leur disent plutôt que les fondamentaux restent bons, les fondamentaux d'entreprise et les fondamentaux global macro, et que donc ils se sont positionnés à l'achat sur ce repli, et par conséquent qu'on va peut-être rentrer dans un trading range avec les deux bandes que je vous ai données à moyen terme sur le CAC et sur le S&P, mais que je ne crois pas que le marché va directement maintenant repartir à la baisse. Il y a Sylvie qui nous dit que le chart est du janvier et non du 8 février. Oui, excusez-moi, je me suis trompé. Mais là, c'est pas grave parce que la conclusion est la même. Ce que je vous ai montré, c'est la performance, excusez-moi, des indices sectoriels depuis un mois, entre le 8 janvier et le 28 février. Oui, Sylvie. Voilà. Je sais qu'il y en a au moins une qui suit. C'est oui, très bien. exactement. Heureusement. Et il y a aussi Agnès qui pose la question, est-ce que vous distinguez le secteur bancaire et assurance? Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les banques, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 24 plus grosses capis bancaires américaines. Donc, il faut faire la distinction entre secteur bancaire, secteur assurance et secteur financier qui, lui, englobe les deux. Mais là, ce que je vous ai montré, c'était vraiment les banques. Merci Laurent. Alors, on va continuer avec les forces relatives du secteur bancaire et du S&P en hebdo. Alors, en haut, vous avez donc le BKX, c'est le secteur des banques qui a consolidé donc les 6 premiers mois de l'année 2017 et qui est monté ensuite. En bas, vous avez le secteur bancaire divisé par le S&P. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que en force relative, on est en train de faire un nouveau sommet sur le secteur bancaire. On a deux moyennes mobiles qui sont haussières sans être très pentues, mais surtout on a des creux et des sommets qui sont ascendants avec l'inscription d'un nouveau sommet. Autrement dit, on a un secteur bancaire à moyen terme qui est toujours plébiscité donc par les opérateurs, et malgré la baisse de ces dernières semaines, vous voyez que en force relative, on est toujours sur une séquence de creux et de sommets qui sont ascendants. Autrement dit, on a des investisseurs qui continuent de mettre des liquidités sur le secteur bancaire. Le chart que vous avez maintenant à l'écran, c'est la corrélation entre le secteur bancaire américain, c'est-à-dire le chart du bas, et le rendement du T-Note, c'est-à-dire
du 10 ans de la dette souveraine américaine, maturité 10 ans. Et on voit qu'il y a maintenant une corrélation positive. Alors, elle n'est pas parfaite, puisque vous voyez que ici, le rendement est passé de 2,60 à 2,10 et que le secteur, lui, n'a pas corrigé, mais qu'il a consolidé, mais qu'au moment de la reprise de la hausse sur le T-Note à 2,10, pour passer sur les zones actuelles à 2,9%, eh bien, le secteur bancaire, lui aussi, a progressé, puisqu'il a repris donc son trend haussier de fond débuté en 2016. Donc, je vous montre ce chart pour que vous ayez à l'esprit que, a priori, en tout cas, sur les zones de rendement actuelles, il y a une corrélation positive entre le rendement des obligations de long terme et la vitalité du secteur bancaire et l'attrait qu'il représente auprès des investisseurs. Ce chart, il montre une corrélation encore plus importante entre toujours le rendement du 10 ans américain. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé le secteur bancaire par le S&P. Et vous voyez qu'en force relative, on est vraiment sur une corrélation beaucoup plus forte entre la force relative donc, et le 10 ans. Et donc, je vous montre ce chart pour que vous ayez à l'esprit que sur les zones de taux actuelles, tant qu'on va avoir un taux d'intérêt américain qui reste bien orienté à la hausse, on devrait avoir un secteur bancaire américain qui continue de surperformer le reste du marché. Voilà, j'ai voulu vous montrer ce chart parce que la corrélation entre le 10 ans et la force relative du secteur bancaire par rapport au S&P, c'est pas des choses, c'est pas des graphiques qu'on voit souvent, et pourtant ils sont vraiment probants et on voit bien en fait la dynamique similaire qui anime donc ces deux marchés. Alors, quand on regarde maintenant le secteur bancaire européen, c'est toujours de l'hebdo et vous avez à l'écran 4 ans de cotation, ben, on voit qu'on est sur un secteur qui est moins vif puisqu'il est dans une tendance plate. En haut, c'est le secteur bancaire, donc du Stoxx 600. On voit bien qu'on est sur une tendance latérale avec une zone de résistance importante autour des 200 points. Alors, cette zone de résistance, c'est à la fois, vous le voyez, cette zone ici, ce sommet de contre-tendance baissière qui s'est arrêté à 197. Et puis là, on avait, pour ceux qui connaissent Ichimoku, une SSB qui devient SSA et ça devient une zone plate. Et on a donc une zone entre 197 et 200. Et on voit que le secteur bancaire, pour le moment, n'a pas du tout les éléments pour pouvoir franchir cette zone. D'ailleurs, quand on regarde la force relative du secteur bancaire européen par rapport au reste du marché, on voit qu'il est en ligne. Alors, quand on a un ratio qui fait un aplat comme ça, ben ça montre simplement que le secteur, en tout cas le sous-jacent qui est au numérateur, progresse à la même vitesse que l'indice ou le sous-jacent auquel vous le comparez, c'est-à-dire celui qui est au dénominateur, et on voit qu'on est sur une tendance plate. Donc, à mon sens, il va falloir quand même attendre de voir un secteur bancaire se muscler et repartir à la hausse pour avoir des indices européens, et en l'occurrence le CAC 40, qui puissent également repartir de manière durable à la hausse. Vous pouvez me rétorquer, oui, mais les indices peuvent repartir à la hausse et un secteur bancaire qui continuera de performer en ligne, c'est-à-dire qu'on aurait un franchissement de résistance ici, et puis là, on aurait toujours une zone plate avec un secteur bancaire en ligne avec les indices. Oui, c'est possible, mais pour avoir, et j'en aurais terminé, pour avoir véritablement de la tonicité sur les marchés européens, et on en a vraiment beaucoup manqué de tonicité sur les indices depuis maintenant presque un an. Il faut qu'à un moment, on ait un secteur bancaire qui se réveille, et pour le moment, on voit bien
du point de vue de la force relative, qu'on est sur une tendance plate. Merci. Donc, il y a Patrick qui se pose la question ou qui te pose la question. Seuil de sensibilité de 10 ans US, 3% ou 4%? Alors, pour répondre à votre question, j'ai préparé un chart car je me doutais bien que quelqu'un allait poser cette question et on va y répondre dans une seconde. Alors, juste avant de répondre à cette question. J'ajoute un truc de Gilles qui nous dit la moyenne mobile verte 200. Oui, mais je vais répondre à votre question. Juste avant d'y répondre, voilà, j'ai remis ici les deux charts que je viens de vous montrer, avec ici donc le secteur bancaire américain qui est reparti très très fort à la hausse depuis l'automne dernier, et le secteur bancaire européen qui a lui aussi tenté de repartir, mais qui finalement s'est écroulé derrière. Donc on est en Europe neutre sur les bancaires et aux États-Unis où on est dans un trend haussier. Quand on regarde la force relative, vous voyez également une très nette différence avec ici une FR qui fait un nouveau sommet et des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse et qui sont en train d'accélérer à la hausse. Et en Europe, on voit des moyennes mobiles qui sont parfaitement plates. Alors, pour répondre à la question qui nous a été posée, déjà, ce que je voudrais partager avec vous, c'est un chiffre important et c'est la moyenne sur les 30 dernières années du rendement des obligations américaines souveraines maturité 10 ans qui se situe à 4,83. Donc, vous voyez bien que cette zone à 3%, cette zone dont tout le monde parle, si on dépasse 3%, alors ça va être une accélération des taux à la hausse, etc. De toutes les façons, on est sur des taux qui restent historiquement bas. Et d'ailleurs, pour essayer de vous permettre de voir ce chart, je me suis mis en échelle logarithmique pour que ça puisse en fait zoomer sur cette zone de bas de marché où vous avez en fait les variations en pourcentage. Et donc, vous voyez bien qu'on est sur un marché alors ça, c'est les rendements, hein, ce n'est pas les prix des obligations. On est maintenant en range entre 1,5% et 3% sur le rendement du 10 ans. Je répète que la moyenne des 30 dernières années, c'est 4,83, c'est-à-dire autour de cette zone, et que c'est, à mon sens, entre 4,5 et 4,8% que les taux d'intérêt américains commenceraient à poser un sérieux problème au marché actions. Tant qu'on est en dessous, on reste sur des taux qui sont historiquement bas. Oui, Falco. Il y a Loïc qui nous pose la question, pourquoi utiliser le moyen mobile de 200 et pourquoi pas le 20 ou 50 ou 100 qui sont plus usuels? Où est-ce que vous avez vu une moyenne mobile à 200 périodes, Loïc? Ah, Loïc. Alors, en attendant que Loïc nous réponde, là, en l'occurrence, sur ce chart que vous avez à l'écran, il n'y a pas de moyenne mobile, il n'y a que des niveaux de support et de résistance horizontaux. Donc, on est vraiment… Sur le graphique, sur le CAC, bon. Ah, d'accord. Bon, j'ai mis une moyenne mobile à 200 périodes parce que l'analyse technique, l'un des aspects de l'analyse technique, ce n'est pas le plus important, mais il est néanmoins réel. C'est ce que les anglo-saxons appellent self-fulfilling prophecy. Ça veut dire que quand un ensemble d'acteurs ont décidé de regarder, d'observer un environnement avec les mêmes outils, il y a la création d'un biais qui fait que ce biais va conditionner les actions et les réactions. En l'occurrence, concrètement, cette moyenne mobile à 200 jours, elle est sur tous les écrans des gérants et des institutionnels. C'est un petit peu la ligne de partage des eaux
entre un marché haussier et un marché baissier pour une quantité importante d'opérateurs. Quand on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, on considère que le marché à moyen terme est haussier. Et quand on est au-dessous, on est dans un marché baissier. Et il y a de plus en plus de robots et de modèles quantitatifs, d'algorithmes qui fonctionnent et qui prennent des données, comme par exemple cette moyenne mobile à 200 périodes, où il y a des programmes qui disent, quand on va toucher cette moyenne mobile à 200 périodes, en concordance avec d'autres éléments techniques quantitatifs, on paye. Donc, c'est important non pas de regarder qu'avec ses propres outils, mais également avec les outils que le marché utilise. Autrement dit, pour prendre une autre image, quand on fait de l'analyse technique, on s'attelle à comprendre non pas ce que on pense soi-même uniquement, mais également à comprendre ce que le marché pense. Autrement dit, c'est comme si vous étiez à un concours de beauté et qu'on vous demandait de voter non pas pour la fille qui est la plus jolie, mais pour la personne dont vous pensez qu'elle va gagner parce qu'elle va rassembler l'ensemble des suffrages. Vous voyez la différence? Donc en fait, quand vous analysez les marchés, c'est important que vous ayez vos propres outils et que vous fabriquiez votre propre opinion, mais vous devez aussi vous dire que vous devez réfléchir avec le consensus. Et en fait, le consensus, il se forme à partir d'éléments dont la moyenne mobile à 200 périodes fait partie. C'est pour ça, Loïc, que je mets une moyenne mobile à 200 périodes. C'est parce qu'on voit très bien sur le S&P à quel point elle a joué le rôle d'arbitre quand le marché a baissé. Eh bien, il y avait clairement des ordres en carnet à la moyenne de 100 périodes pour payer le marché. Et donc, ne me demandez pas si cette moyenne mobile à 200 périodes correspond à une zone de prix où les PER étaient intéressants ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a cet aspect technique. D'ailleurs, quand on parle de rebond technique, quand on parle de toutes ces choses qui sont techniques, ça veut bien dire que c'est parce que ce sont des éléments quantitatifs que les opérateurs regardent et sur lesquels ils vont prendre des décisions, ou en tout cas sur des niveaux sur lesquels ils vont réagir. Et donc, cette moyenne mobile à 200 périodes, je ne sais même pas pourquoi elle a finalement été choisie par les opérateurs. 200 périodes, c'est 10 mois. Pourquoi on a décidé que 10 mois, c'était le moyen terme et pas 12 mois? J'en ai aucune idée. En tout cas, ce qui compte maintenant, ce n'est pas le pourquoi, mais c'est le fait que ça fonctionne et que par conséquent, on essaye de regarder le marché avec le même prisme que les autres opérateurs. Voilà. Il y a Loïc qui est complètement d'accord, qu'il faut suivre l'ambiance générale. Oui, alors, en tout cas, il ne faut peut-être pas suivre l'ambiance générale, mais il faut que vous sachiez ce que la majorité des opérateurs pensent. C'est ça qui est super important. C'est que vous ne soyez jamais décalé par rapport à ce que le consensus pense. Le consensus a, dans la majorité des cas, raison. Les avis, les analyses contrariennes, elles payent de temps en temps, mais ça paye beaucoup plus d'être dans la tendance. Donc, ce que nous dit l'analyse technique, c'est que quand il y a un consensus qui s'est formé à moyen long terme, il va falloir beaucoup de catalyseurs pour que ce consensus se retourne. C'est pour ça qu'on dit la tendance est votre ami. Ce n'est pas juste un adage comme ça sorti de nulle part. C'est parce qu'il va falloir, il y a un effet d'auto-entraînement qui fait que collectivement, la masse des flux va dans le même sens une fois qu'une direction a été donnée. Et pour retourner cette masse de flux, il va falloir énormément d'énergie. C'est pour ça que la tendance met du temps à se retourner sur les equities et c'est pour cette raison que les zones de distribution et d'accumulation apparaissent sur votre charte. Et là, typiquement, c'est une zone d'accumulation, ou plutôt une zone de distribution sur le prix. On ne peut pas vraiment parler de zone d'accumulation sur le rendement, mais vous voyez bien que si c'était une action, eh bien, cette baisse ici, elle est en train de se stabiliser. Et pourquoi elle est en train de se stabiliser? Parce qu'il y a des opérateurs qui rentrent. Donc, le prix d'une obligation, vous le savez, évolue de manière inversée à son rendement. Et donc, si on regardait le prix du T-Note, on verrait qu'on est sur une zone de distribution non loin d'une zone de support, que cette zone de support correspond à cette zone de résistance et que si elle était enfoncée, alors on aurait un marché qui est en train de se retourner. Pour terminer sur le rendement, il y a donc cette zone à 3% qui est importante parce qu'elle délimite le range.
que si elle était enfoncée, alors la zone suivante, c'est cette zone de polarité entre 3,5 et 4%. Si effectivement c'était dépassé, alors on irait chercher les 4,8, les 5%. Et là, pour le coup, au-delà de ce niveau, ça serait effectivement un nouveau problème. Et quel problème pour les equities, pour qu'elles puissent continuer de monter. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est en présence d'un marché obligataire, puisque vous le voyez, hein, ça remonte à 1981, où, rappelez-vous, on était en pleine période de turbulence, de choc pétrolier et d'inflation, avec des taux qui étaient autour des 15%. Et depuis, le marché n'a cessé de baisser. Donc, on a sur les prix un marché obligataire qui est une tendance séculaire, c'est-à-dire un ensemble de tendances primaires qui a été l'un des plus grands bull market puisqu'il dure depuis 30 ans et que ce bull market est vraisemblablement, parce qu'il faut vraiment prendre des pincettes quand on annonce des changements aussi importants, ce bull market sur les obligations est peut-être en train de se transformer. En tout cas, pour le moment, nous n'avons rien franchi, mais ce franchissement donc de cette zone des 3% annoncerait donc une continuation vraisemblable vers les 3,5%. Alors maintenant, quand on regarde le rendement du Bund allemand, on voit qu'on est sous les 0,8%. Donc, on voit bien hein, la différence dans le cycle américain et le cycle européen. Si on dépasse ce niveau à 3,8, alors on irait chercher vraisemblablement la zone des 1,2% qui a été testée en tant que support en 2012 et 2013 et qui a été ensuite enfoncée. Alors, je pointe à votre attention, pour ceux qui aiment les figures chartistes, qu'on est peut-être en train d'assister à la formation d'une tête-épaule inversée sur les rendements obligataires avec une ligne de coût qui se situe à 0,7, 0,8. Nous aurions maintenant la possibilité d'observer la formation d'une épaule droite qui redescendrait autour des 0,2%. Autrement dit, on aurait un Bund qui remonte et puis ensuite, on aurait une remontée des taux, un Bund qui descend, un franchissement de ligne de coût. Et là, on irait dans cette zone entre 1,6 et 1,8. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les taux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous montrer? Il y a plutôt des excellents compliments. Bon. Ou voilà, belle présentation graphique, très claire. J'apprécie le travail de Laurent. Pas de questions. Tout le monde est, Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, on continue sur l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, je vous invite à regarder tous les précédents webinaires, les parties qui concernent les devises, parce que je suis haussier donc sur l'euro face au dollar. Alors, cet avis haussier, je ne vais pas tellement l'élaborer maintenant parce qu'on l'a fait à de nombreuses reprises dernièrement. Simplement, on a un marché qui s'est structuré à la hausse en 5 temps avec, vous le voyez, une première vague d'appréciation, une vague 3, une vague 4, une vague 5. Toute la question, c'est de savoir si cette vague 5 est terminée ou pas. Alors, c'est un décompte héliotiste. Elliott, c'est difficile, ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup de discipline, beaucoup d'expérience. Et quand on est héliotiste, nous n'avons jamais un seul scénario de marché. En fait, Elliott, ça nous permet d'élaborer différentes hypothèses basées sur des décomptes alternatifs, un décompte central et des décomptes alternatifs. Et puis, on voit bien si notre scénario central tient la route ou s'il est invalidé. Et s'il est invalidé, on passe au plan B. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que pour le moment, sur l'euro-dollar, mon scénario central, c'est qu'il me manque une dernière patte haussière
pour terminer le cycle débuté en janvier 2017. Quand on aura cette dernière patte haussière, on fera la 5e vague de la 5e vague et par conséquent, ça sera la fin du cycle qui se terminera d'après mes calculs sur des extensions de Fibo entre 1,26 et 1,28 qui correspondent par ailleurs à des résistances de 2013 et 2014 et une ligne de tendance baissière qui part depuis 2009. Alors, la question c'est, si je me trompe, et c'est tout à fait possible, quel est le prix qui me montre que je me suis trompé? Et ça, c'est vraiment une question qu'il va toujours falloir vous poser quand vous faites de l'analyse technique, c'est être capable d'identifier le prix qui vous dit que vous vous êtes trompé. Et là, c'est vraiment une vertu cardinale de l'analyse technique, c'est-à-dire qu'on ne triche pas avec le prix. Il y a toujours un prix qui invalide votre scénario. Et quand ce prix a été enfoncé ou dépassé, cela signifie que vous vous êtes trompé, qu'il est temps, si vous êtes un trader, de prendre vos pertes et d'essayer de comprendre où est-ce que vous vous êtes trompé. Parfois, c'est facile de comprendre ces erreurs, parfois c'est plus difficile, parfois les marchés sont intelligibles, parfois ils sont chaotiques, correctifs. En tout cas, il faut toujours avoir un prix qui donne le stop de votre scénario parce qu'il ne s'agit pas de perdre plus que ce que vous aviez prévu de perdre en rentrant en position. Alors, on déborde un petit peu du cadre de l'analyse technique puisqu'on parle un petit peu de trading, on déborde sur les problématiques liées au money management, aux tailles de position. On ne va pas trop s'aventurer sur ce sujet pour le moment, puisque on fait plus de l'analyse que du trading. Mais même en analyse, c'est important de savoir où sont les niveaux d'invalidation. Pourquoi? Parce que ces niveaux d'invalidation définissent la structure. C'est-à-dire qu'une tendance, c'est en fait une structure qui se met en place sur un actif avec une offre et une demande qui s'orientent dans le cadre d'une tendance haussière vers un rapport de force déséquilibré en faveur des acheteurs. Et donc, cette tendance, elle est haussière parce qu'elle est faite de creux et de sommets qui sont ascendants et par conséquent des creux qui sont tous plus petits, des pullbacks qui sont tous plus petits, des corrections qui sont tous plus restreintes que les impulsions. C'est pour ça que le marché monte. Alors, dans le cas de l'euro-dollar, le niveau qui invalide complètement mon biais haussier, c'est sous cette zone à 1,19. Pourquoi? Parce que si cette dernière vague est une vague 5, il y a une des règles données par Elliott qui nous dit que les vagues 4, a priori, ne retracent jamais à l'intérieur des vagues 1. Or, on voit bien que cette vague 1, elle s'est arrêtée sur 1,1936. Autrement dit, il y a pour le moment une zone potentielle de support. Vous voyez ici, on ne sait pas si elle va tenir ou pas. En tout cas, on voit bien que le marché l'a reconnue. Regardez, je zoome un petit peu parce que j'aurais que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, vous voyez bien que cette zone de support, le marché l'a identifiée. Alors, peut-être qu'on aurait pu la mettre ici, ou est-ce qu'on la met sur cette clôture, ou est-ce qu'on la met sur ce doji. C'est pour ça que maintenant, vous me connaissez un petit peu. Vous savez que moi, je raisonne en zone. Et je me dis que la zone de support, elle est ici, entre 1,2174 et 1,22. C'est une toute petite zone qui est une zone qui peut a priori attirer les acheteurs. Si cette zone ne tient pas, ça ne veut pas du tout dire que l'analyse technique ne fonctionne pas. Au contraire, ça veut dire que le consensus haussier a évolué et que par conséquent, si elle est enfoncée, eh bien, on ira assez rapidement vers les 1,19. Donc, une zone de support qui ne tient pas, c'est un élément d'information au moins aussi important qu'une zone de support qui tient, parce que tant que le support tient, ça veut dire que le consensus n'a pas évolué.
quand le consensus évolue, on franchit une résistance et on casse un support. En l'occurrence, le consensus de court terme, c'est-à-dire celui qui anime les opérateurs depuis le commencement de cette vague c'était en automne dernier, eh bien, le consensus qui anime les opérateurs sur cette dernière vague, s'il n'a pas évolué, nous allons avoir des cambistes qui payent ce qu'ils ont identifié comme une neckline, autrement dit, la dernière zone limite de ce double top, et ils font repartir le marché, et on est en range, et mon scénario est le bon, on est en vague 4, et on va vers une vague 5 derrière. Ou alors, le consensus a évolué de manière négative, puisque pour le moment, le consensus est positif. Et là, pour le coup, s'il évolue de manière négative, ça veut dire qu'on retourne sur 1,19. Si on casse le support à 1,19, ça veut dire que le consensus de moyen terme est en train de se retourner à la baisse, et par conséquent, on aura vraisemblablement un sommet en place sur l'euro-dollar pour un certain temps. Rappelez-vous du webinaire que nous avons fait il y a 3 semaines où on a vraiment regardé le dollar ensemble. Mon scénario, je le répète, c'était de dire que le dollar va pour le moment osciller dans un range avant de faire une dernière patte de baisse. Et là, pour le coup, après cette patte de baisse, je serai donc haussier dollar pendant un certain temps. Voilà ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar. On va, oui. Et il y a encore Pascal qui dit Laurent, a-t-il fait la corrélation de taux au VS, donc aux banques en Europe en fait? Est-ce que j'ai fait la corrélation entre les taux, par exemple, banques en Europe? Non, je ne l'ai pas fait. Mais de toutes les façons, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce qu'on a vu tout à l'heure que les banques sont dans un range. Donc, si les banques sont dans un range, ça veut dire qu'il n'y a pas de momentum très très fort à moyen terme pour le moment sur les banques. Donc, si les banques se mettent en tendance, alors on regardera effectivement s'il y a une corrélation avec les taux. Mais a priori, on sait que ce qui fait que les banques peuvent restaurer leur marge, c'est le spread entre les taux courts et les taux longs. Et par conséquent, on sait très bien que si les taux à 10 ans français et allemands partent à la hausse, ce qui signifierait qu'il y a de l'inflation, ce à quoi je ne crois pas du tout en zone euro, parce qu'il faut quand même écouter ce qu'il a dit Draghi la semaine dernière, il est quand même encore très très accommodant, donc il n'y a pas de retour patent de l'inflation en zone euro. Donc comme il n'y a pas de retour patent de l'inflation, je ne m'attends pas à ce que les taux sur le bout, en l'occurrence, explosent à la hausse. Et donc, ça explique la consolidation dans laquelle se trouvent les banques. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un changement d'environnement macroéconomique en Europe pour qu'on ait ce changement. Et donc, regardez les corrélations. Les corrélations, elles sont importantes à regarder quand on est en tendance. Donc, on a une tendance haussière sur un marché. On cherche à savoir si on a une tendance haussière sur un autre marché ou une tendance baissière. Mais quand on est en conso, ça veut dire qu'on va vraisemblablement avoir des corrélations qui sont proches de zéro, c'est-à-dire pas de corrélation. Merci Laurent, je te propose qu'on avance, il est 18h55 déjà. On regarde Biomérieux. Voilà, exactement. Je suis désolé, il y a encore 2-3 questions, mais sérieusement, je suis désolé, on n'a pas malheureusement le temps. Allons-y. Biomérieux, secteur de la santé. On commence avec du moyen terme et à moyen terme, je suis neutre parce que vous le voyez bien, cette séquence de creux et de sommets ascendants, elle a été interrompue. Alors, je ne suis pas baissier. On a une zone de support qui a été défendue par les opérateurs à 60 €, d'où la création de cette mèche basse. En tout cas, sur Biomérieux, attention, parce que si on enfonçait 60,20 €, alors on aurait la rupture de ce support, une séquence baissière avec des creux et des sommets baissiers. Autrement dit, on aurait une tendance qui serait potentiellement en phase de retournement. Donc, Biomérieux, toujours haussier à long terme, neutre à moyen terme et baissier à court terme.
c'est très clair. Creux, sommet, creux, avec ouverture d'un gap baissier. Donc, ça montre bien que vous devez toujours en priorité identifier clairement votre horizon de temps. Parce que selon la temporalité examinée, le diagnostic n'est pas du tout le même. Donc, un investisseur de moyen terme, pour le moment, s'il a une conviction forte sur bioMérieux, eh bien, il peut dire qu'on peut même, vous voyez, faire une petite zone ici. Il peut dire, tant que cette zone est défendue et elle l'est par les opérateurs, bon, on est sur un marché qui, pour le moment, subit une dégradation claire du momentum, mais ne se retourne pas pour autant. En revanche, quelqu'un qui serait sur bioMérieux à très court terme se dirait on est dans une tendance baissière, et donc la question, c'est de savoir à court terme où est-ce que cette tendance baissière serait invalidée. Eh bien, elle le serait au-dessus de ce dernier sommet de contre-tendance à 72,40. Autrement dit, tant qu'on est sous ce niveau, on est dans un mouvement qui est baissier sur bioMérieux. Tant qu'on est entre 60 et 72, vous voyez, donc le 60 qui correspond à cette zone ici, tant qu'on est entre 60 et 72, eh ben, on est dans une phase de neutralité, de range. Si on passe sous 60, alors ça veut dire que la tendance baissière de court terme est confirmée et que la tendance de moyen terme est en train de se retourner. Et si on passe au-dessus de 72,40, ça veut dire que la tendance de court terme, qui est baissière, s'est effectivement également retournée. Et vous voyez, Loïc, là aussi, regardez, on va mettre notre moyenne mobile à 200 périodes. Alors, là, elle a servi de support. Là, le marché n'est pas allé la chercher parce qu'il était très fort. Donc, on a eu des opérateurs qui n'ont même pas attendu le retour du marché sur cette moyenne. Et là, on voit qu'elle a été chahutée et que par conséquent, ça veut dire que, vous voyez, regardez, là, attendez, je vais me mettre en log. Vous voyez, là, elle a servi de support. Là, elle a été un peu chahutée. Là, elle a été chahutée. Là, elle a été également enfoncée. Ça veut dire que toute cette période, on voit bien que c'est une tendance haussière très lente. Donc, les moyennes mobiles, elles servent parce que quand on a des prix qui rebondissent au-dessus, ça veut dire que le marché est en tendance. Et quand on a le marché qui les enfonce, ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas. Ça veut dire que le consensus a évolué et qu'on est maintenant sur un marché qui est vraisemblablement en consolidation. DBV Technologies, là aussi, elle souffre, la pauvre. Regardez, elle était dans un trend haussier très fort puisqu'elle est passée de 7,50 à 80 €. Autrement dit, il y a des opérateurs qui ont gagné une fortune sur DBV. Deuxièmement, on voit qu'elle latéralise, autrement dit, il y a de l'offre qui rentre sur le marché, incapacité de faire un nouveau sommet, mais on voit également que cette zone de support, elle a été défendue, et puis là, cette zone de support, elle est en train de flancher, c'est-à-dire qu'il y a trop d'offres sur le marché pour qu'elle puisse être absorbée par la demande. Et par conséquent, eh bien, on a un prix qui est en train de casser cette zone de support et on va avoir vraisemblablement un prix qui va aller tester la zone des 24 voire 21 € sur DBV. Alors attention, on a un gap baissier très important, on a des moyennes mobiles qui se sont retournées à la baisse et qui ont croisé, on a un prix qui a été incapable de retourner, qui a été incapable de retourner tester ne serait-ce que la borne basse du gap baissier, beaucoup de faiblesse sur le titre avec des creux qui sont baissiers. Autrement dit, je ne serais pas étonné d'assister sur DBV à une continuation de la dégradation des cours et un retour, comme je l'ai dit, sur 24 voire 21 €. Attention, risque baissier sur DBV. Quand on regarde à court terme,
Après ce gap, on voit bien que le titre a consolidé dans un premier temps et puis finalement, il a tenté une sortie avec un dépassement de cette résistance, mais comme je disais, incapacité d'aller sur la borne basse du gap baissier. On a ouvert un petit gap ici, on est en train de le combler. Enfin bon, c'est pas bon ce qui se passe sur DBV. Elle est faible, donc on ne peut exclure une continuation de cette baisse qui, à court terme, serait validée par l'enfoncement de cette zone de support à 32,50. Dernier titre, JC Decaux. Alors, on va se mettre, une fois n'est pas coutume, en mensuel. Allez, pour voir un petit peu ce qui se passe sur le titre depuis 2000. Bon, on voit en tout cas que depuis 2010, on est sur un marché qui était haussier et qui est en train de latéraliser avec une incapacité des acheteurs d'être suffisamment motivés pour payer et surenchérir jusqu'à la résistance à 40 €. On a fait donc une tendance haussière, creux, sommet, et là, on est en train de repartir à la baisse. Il faudrait une réaction rapide, parce que regardez, on a enfoncé le précédent sommet, donc ça veut dire que le momentum se dégrade, ça veut dire qu'on peut retourner maintenant jusqu'à 28 €, et si on casse, on peut retourner sur les 25. Bon, JC Decaux est en train de latéraliser, on voit bien qu'il y a de l'offre qui rentre sur le marché, et il y a un risque baissier parce que cette incapacité de retourner sur la précédente résistance nous montre qu'on a des opérateurs qui ne sont plus très friands du titre. Tu peux revenir juste 2 secondes sur DBV. En fait, il y a Roger qui dit DBV, il y a une zone de 27 à 32 € qui est support. Tu es d'accord? De 27 à 32 €. Exactement. Je suis d'accord. Je ne sais pas si je suis d'accord. Pourquoi attendez. Alors là, il y a un petit support à 33 €. Vous voyez ce petit support ici. Il a permis le rebond ici. Puis après, là, j'ai plus rien. 27. Il n'y a rien. Sur mon chart, en tout cas, j'ai rien, moi. Pourquoi 27? Alors, éventuellement, 23. Mais tout ça, c'est pas du tout construit. Qu'est-ce qui dit ça? C'est Roger. Roger, c'est pas très construit ici. Cette zone entre 18 et 36, ça fait juste 100%. Mais cette zone ici, elle n'est pas très construite. On est monté en ligne droite. Donc, si on pète ce niveau, moi, je ne vois pas grand-chose avant 23. Ce n'est pas ces petites zones ici qui vont arrêter quoi que ce soit. Si le marché se retourne, quand on met en place une telle zone de distribution, si effectivement, ça veut dire que les investisseurs sortent, parce que quand on a une séquence de distribution qui permet un retournement de tendance, ça veut dire que les investisseurs retirent leur argent de ce marché. Et s'ils le font, ce n'est pas pour venir soutenir à 27. Donc, je ne vois pas de support, en tout cas sur mon chart. Je ne sais pas si vous avez le même ou pas. En tout cas, sur mon chart, je ne vois pas de support particulier. Pour terminer, JC Decaux, là aussi, on est un petit peu au bord du précipice et on a l'impression que le précipice, il est en train d'être, on a sauté dedans, parce que il y avait cette zone de support, autrement dit une zone de support. C'est une zone qui relance une dynamique. C'est une zone de prix qui est identifiée par les investisseurs comme attractive et qui permet donc aux vendeurs, plutôt qui permet à la tendance baissière de s'arrêter, et c'est les acheteurs qui reprennent la main sur le contrôle des échanges. Et bien là, on voit que ce support, il a fonctionné, mais il n'a pas fonctionné longtemps puisque le rebond, il a été très court. On n'est même pas retourné sur cette zone qui est, regardez, le dernier sommet de contre-tendance. Vous voyez, ce petit sommet ici, on n'a même pas été en mesure de le dépasser. On est reparti tout de suite à la baisse. Le marché s'est arrêté une nouvelle fois pendant 3 jours sur le support. Et puis là, manifestement, il n'y a pas eu de demande suffisante sur JC Decaux
pour permettre un rebond significatif. À noter l'importance de cette moyenne mobile à 10 périodes exponentielles. Pourquoi elle est importante, cette moyenne mobile à 10 périodes exponentielles? Parce que quand le marché est en tendance et que cette tendance est impulsive, les prix restent toujours au-dessus. Vous n'avez aucune question à vous poser. Si vous êtes long et que vous faites des gains et que les prix sont au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 10 périodes, vous devez rester dans la tendance de court terme. Regardez, quand vous prenez ce mouvement, ça reste très clairement au-dessus. Ce n'est que quand cette moyenne mobile est enfoncée que le marché indique qu'il va consolider. Dès qu'il se remet en tendance, on repasse au-dessus, il casse, on consolide. Okay, on repart en tendance, les prix sont au-dessus, ça casse, et maintenant on est clairement au-dessous. Donc le premier signe de court terme, comme quoi cette tendance haussière, cette tendance baissière, pardon, serait en train de ralentir, ça serait effectivement avec une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes, et puis après, il faudrait effectivement repasser au-dessus de ce sommet à 33,74 €. Voilà. Attends, je ne sais pas que, mais on ne va pas, c'est bizarre. Donc, il y a Alain qui nous propose que la prochaine fois, Laurent pourrait nous donner un petit cours de trading à moyen terme après l'analyse d'un actif sur le DAX, par exemple. Alors écoutez, non, on ne va pas faire ça. Non, parce que oui, alors vraiment, c'est-à-dire que on fait pas de trading. Ce sont deux compétences qui sont très différentes parce que l'analyste, il est froid. Okay, il doit être capable de regarder les marchés froidement. Le trader, lui, il est soumis à l'influence de ses émotions parce qu'il a risqué l'argent de son épargne ou l'argent de sa famille ou l'argent de sa banque ou l'argent de sa société de gestion. Bref, donc il est beaucoup plus en prise avec le marché et par conséquent, ce ne sont pas les mêmes compétences qu'il faut avoir. Donc, tout ce qui a trait au trading, c'est-à-dire la taille de la position, le money management et les ratios rendement-risque, tout ça, ce sont des compétences bien à part, qui sont des compétences de trading et qui n'ont pas lieu d'être examinées a priori dans ce webinaire, qui est un webinaire d'analyse technique, c'est une revue technique, donc on reste froid. C'est ce que dit le titre, pour moi. Oui. Donc, on a tout fait, en fait, ce qui était sur notre plan. On a 19h10 et on va finir aujourd'hui avec 10 minutes de retard. Il y a encore, Pierre, mais quel sous-jacent, en fait? La moyenne mobile 10 fait office de résistance. Le titre est vendu à découvert. Alors, la moyenne mobile 200 périodes, c'est de la 200. VZDECO, ouais. Alors, elle a servi de support. Enfin, regardez, c'est quand même incroyable à quel point le marché il est allé chercher, pouf, la 200 périodes. Mais c'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a des ordres. Il y a des ordres. En fait, pour que vous compreniez, il y a des gérants qui aiment JCDecaux. OK ? Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces gérants? Ils mettent des ordres en carnet sur la moyenne mobile à 200 périodes, en sachant qu'ils ne seront jamais exécutés, puisque a priori le titre est en tendance haussière. Mais ils se disent, si il y a un petit décalage, un petit peu de vol, et qu'on va chercher la 200 périodes, moi je paye. Et donc il y a une quantité d'ordres qui attendent ici. C'est pour ça que le marché rebondit. C'est pas parce que les gars ils sont devant leur ordinateur avec en salle de marché en train de se dire ça touche la 200 périodes, je paye. Non, il y a toujours des ordres encarnés sur les principales moyennes mobiles. Il y a ceux qui payent les 50 périodes, il y a ceux qui payent les 200 périodes, il y a ceux qui payent les 100 périodes. Okay, il y a quelques moyennes mobiles qui jouent le rôle d'arbitre. Et puis après, il y a vos moyennes mobiles. Il y a ceux que vous mettez, vous, sur vos marchés et qui vous donnent d'autres indications. Mais si vous voyez que ça va chercher la 200 périodes, ça montre bien qu'il y a des ordres encarnés. Là, c'est intéressant parce que la 200 périodes, elle a été enfoncée. Ça montre bien que même s'il y avait des ordres encarnés à l'achat sur la 200, ben malgré tout, il y avait plus de pression vendeuse que la première fois. C'est pour ça qu'on est allé chercher en dessous et que ça a rebondi ensuite. Sauf que là, regardez la mèche et le rebond, et là, regardez la petite mèche et le petit rebond. Par ces petites observations fines, vous arrivez à comprendre
l'évolution, le changement de psychologie. Parce qu'en fait, l'analyse technique, ce n'est rien d'autre que l'étude de la psychologie d'une foule, qui en l'occurrence est une foule d'investisseurs. En quelque sorte, c'est de la psychologie sociale appliquée. C'est rien d'autre. Puisque là, ce que vous observez, c'est le mouvement des prix, et donc c'est la psychologie des opérateurs sur certains niveaux de prix qui vont payer ou qui vont vendre. Et c'est pour ça que l'analyse technique et que d'une manière générale, la finance, c'est une science humaine. Et c'est pour ça que les prix Nobel qui ont été décernés depuis 15 ans d'économie l'ont beaucoup été à des chercheurs qui font de la recherche en finance comportementale. Parce que toute la théorie selon laquelle les investisseurs sont des êtres rationnels a été battue en brèche par l'étude et l'analyse de la finance comportementale. Cette discipline est en train d'émerger parce que jusqu'à maintenant, on n'arrivait pas à quantifier les biais cognitifs des investisseurs. Et maintenant, on arrive à le faire. Donc, il y a des désirs mimétiques, il y a le comportement moutonnier, il y a le fait que quand vous prenez une perte, vous allez beaucoup plus rester en perte que quand vous êtes en gain, vous allez vous précipiter pour prendre vos gains. Il y a toute une série, il y a une asymétrie entre la peur et l'avidité. La peur, c'est un sentiment beaucoup plus fort que l'avidité. On a calculé récemment que le degré d'intensité entre une perte et un gain est de 5 fois plus forte pour une perte. Ça veut dire qu'il faut que vous gagniez 5 fois plus pour ressentir une émotion quand vous gagnez identique à une perte. Autrement dit, quand vous perdez 200 €, ou plutôt quand vous perdez 1000 €, ça vous ennuie, hein, vous avez perdu 1000 €. Eh bien, pour ressentir une sensation identique, symétrique, il faut que vous gagniez 5000 €. C'est-à-dire que la joie, l'intensité de la joie ressentie le gain doit être 5 fois plus important que lorsque vous perdez de l'argent. J'espère que j'ai été clair, parce que c'est la fin de la journée. Même moi, j'ai compris. Bon, voilà. Donc, tout ça, c'est l'émergence de la finance comportementale, ce qui nous indique qu'en fait, les marchés financiers, c'est des sciences humaines. Et j'en aurais terminé pour aujourd'hui. On va rester sur cette belle phrase. C'était quoi, les marchés humains? Les marchés financiers sont régentés, sont régulés par des émotions, pas que, mais beaucoup. Et c'est ce qui explique donc qu'il n'y a rien de scientifique à la conduite de l'évolution des prix, même si c'est effectivement le jeu de l'offre et de la demande. On se rend bien compte que cette offre et cette demande, elle est influencée par les émotions des investisseurs. On va rester sur ce mot de fin et on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'était encore un très très bel webinaire comme vous nous dites tous dans le chat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel webinaire revue du marché avec Laurent qui a tout donné ce soir, je le sens bien. Évidemment, mardi prochain, 100% marché à midi avec vous. Excellente soirée, bon investissement et bon week-end. À bientôt. Au revoir. Bonne semaine à tous.